Amis de Radio Colavive, nous sommes en compagnie de Ghouta Tirangiel Benezra qui nous parle d'un livre exceptionnel que je vous recommande et que vous pourrez bientôt vous procurer sur Amazon, Mémoire bariolée, aux éditions Legas. Et je rappelle que Ghouta Tirangiel Benezra a déjà présenté le récit autobiographique, le récit de sa vie sous ce titre qui est une interrogation qui nous appelle L'ombre des préjugés aux éditions de l'Harmattan et que nous avions eu le plaisir de parler avec elle l'an dernier sur Radio Colavive, interview que vous pouvez retrouver, je pense, sur YouTube, bien sûr. Et alors, Ghouta Tirangiel Benezra, vous nous avez raconté votre naissance dans le ghetto, les 2 ans passés le ghetto et puis ce camp où était votre mère. Vous nous avez parlé de la disparition de votre père, de la disparition de votre maman, du sauvetage par une famille catholique et du réseau Zegota qui s'est occupé de sauver comme possible se peut les enfants juifs en Pologne. Voilà. Et alors, vous étiez toute petite, vous aviez 2 ans et Ghouta, comment la mémoire vous est-elle revenue? Voulez-vous nous raconter? Premièrement, je suis retournée en Pologne pour enseigner le droit, parce qu'à l'époque, j'étais professeure de droit, j'enseignais le droit commercial international et les droits comparés, donc comparaison des systèmes juridiques continentaux, donc français avec les anglo-saxons qui étaient common law. Et quand la Pologne s'est libérée du joug communiste, ils ont été aidés par le ministère des Affaires étrangères canadien où je vivais à l'époque. Et on m'a envoyé donc en mission pour les renseigner les rudiments du droit, donc libéral, et du droit de commerce international, pour qu'ils sortent un peu de leur système communiste qui était un système de droit très différent. Et je suis allée là-bas à 2 reprises et je me retrouvais un peu dans une sorte d'ambiance que je ne connaissais plus. Donc je suis partie de Pologne en 1961 et depuis je suis revenue pour quelques jours par-ci par-là, mais là c'était pendant 2 semaines, j'enseignais à des adultes, à des cadres de l'industrie polonaise. Et j'étais pas mal révalorisée par eux parce que quand je suis partie à moitié fuyant l'oppression soviétique, mais surtout l'antisémitisme que je ressentais de tout mon être quand j'étais donc en Pologne en tant qu'enfant et jeune fille. Et quand je suis retournée, j'étais quelqu'un à qui on devait le respect, qui avait de l'autorité. Et puis tout ça commençait à se mêler un peu dans mes sentiments par rapport à la Pologne, par rapport à mon passé. Et quand je suis revenue de Pologne, je suis allée avec une amie comme ça, comme une dilettante, de prendre quelques cours de peinture. C'était des cours d'aquarelle. Et au bout de 3e leçon, j'étais prise d'une sorte de... je ne sais pas comment les définir. Je suis rentrée à la maison et sous les regards critiques de ma fille qui avait à l'époque 22 ans, et j'ai commencé à peindre en lui disant que je saurais faire même ça. Hein. C'était une sorte d'ambition un peu infantile qui se réveillait en moi. Et quand j'ai été prise dans la nuit j'utilisais mon pinceau de débutante et puis j'ai vu qu'il y avait des images extrêmement révélateurs pour ma conscience qui sortaient de sous mes mains. Je voyais des personnages, je voyais les yeux effrayés, je voyais beaucoup de terreur se dégageant de mes peintures, de mes petites tentatives de peinture. Et je me rendais compte que finalement, c'est mon passé d'enfant qui s'est peigné tout seul. Ma main fonctionnait dans une sorte de transe.
Et petit à petit, je suis rentrée là-dedans comme une sorte de magie presque. J'étais guidée par une sorte d'esprit, ou soit un esprit extraterrestre, ou alors c'était mon inconscient. Et je pense, moi, en tant que personne non croyante, c'est plutôt, je croirais plutôt que c'était un inconscient ou sous-conscient qui se sont mis à l'œuvre. Et ils m'ont vraiment possédée. J'étais possédée par les désirs de retrouver ma propre mémoire et la mémoire des miens. Donc J'étais aussi dans une sorte de... C'est ce que vous écrivez. Je vois ici, c'est une carte postale qui présente vos peintures. Alors c'est en hébreu et en anglais. When my memory became painting, quand ma mémoire est devenue peinture. Hein, voilà. Oui, ça c'est les films que nous avons fait avec ma fille dans la même période. Oui, c'était vraiment 2 années les plus créatives que j'avais, je pense, dans ma vie, où on a été comme pressé par les temps. Je ne sais pourquoi, d'où venait cette urgence. C'était une urgence de mon corps et de mon esprit. J'avais l'impression que si je ne les sortais pas de mon intérieur, de moi, je ne pourrais pas continuer à vivre. Et bon, c'était aussi causé un peu par la mort, comme je disais tout à l'heure, par la mort de Claude, et par une série de morts que tout d'un coup je découvrais qu'ils étaient sans trace, sans les noms visibles quelque part, sans les tombeaux, et que personne à part moi ne pouvait se souvenir d'eux. Et tout d'un coup, j'étais prise par une sorte d'angoisse comme ça, que si moi je les fais pas, ils auront vécu des centaines de personnes de ma famille sans que personne ne connaisse leur passage sur Terre. Et surtout la façon dont ils ont été traités par les nazis et par les voisins et par le monde qui les a abandonnés à leur mort vraiment atroce. Donc tout d'un coup j'étais prise, il y a une conscience qui s'est éveillée. Aussi il y avait des événements de Bosnie, de voir ces visages des enfants maltraités, terrifiés, qui couraient dans tous les sens. Ça m'a vraiment rappelé d'une certaine façon, pas de façon consciente, mais ça a affecté mon inconscient, et j'ai dû exprimer ça. Mais ce qui est le plus surprenant, c'est que je l'exprimais justement sous une forme complètement inconnue pour moi. Je n'ai jamais été poète, je me suis jamais particulièrement intéressée, sauf à l'école peut-être, j'étais pas intéressée par la poésie, par l'écriture et par la peinture, vraiment comme une dilettante, comme même amateur, mais jamais réellement passionnée et impliquée dans cela. Et tout d'un coup, moi j'interprète ça comme le fait que j'ai contrôlé ma mémoire et mon comportement de façon dans l'écriture, dans la parole, et que ça je me suis habituée, finalement j'étais élevée, je me suis élevée dans cette façon de, non pas de cacher, mais de ne pas se souvenir volontairement de mon passé, de les mettre de côté, de vivre les choses présentes, ma carrière, mes ambitions, ma famille, mes amis, comme toutes les personnes que j'avais autour de moi. Et puis tout d'un coup, je suis rentrée dans ma propre histoire, qui était très étrange pour la plupart des gens autour de moi. Ils n'étaient absolument pas ni préoccupés, ni intéressés particulièrement par les histoires des enfants de l'Holocauste ou des enfants de la Shoah et de la Shoah. Je vivais à l'époque à Ottawa, donc au Canada, où il n'y avait que quelques cercles très restreints de survivants qui pouvaient peut-être parler de ça, mais dans les années 90, ce n'est pas les années 2000, hein, c'est vraiment... les mémorials n'existaient pratiquement pas, par celui d'Yad Vashem qui aussi fonctionnait à petite dose.
Et puis seulement les familles les plus proches des survivants peut-être étaient informées de ce qui s'était passé en Pologne, ce qui s'est passé entre 39 et 45. Mais il n'y avait pas vraiment des intérêts particuliers pour cela. Ça s'est développé un peu plus vers les 95 et puis après. Mais jusqu'à 95, c'était vraiment des cercles très réduits qui étaient intéressés par les histoires et qui connaissaient l'histoire même de la Shoah. Et je me suis rendu compte vraiment que la plupart des gens autour de moi n'avaient pas d'idée et comment ont vécu, comment finalement on a supprimé 6 millions de juifs et de quelle façon terrible ça s'est passé. Ils n'étaient pas informés, ils n'étaient pas intéressés, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est comme ça que je ressentais les choses et moi-même, j'avais en apparence la même attitude. Alors, pourquoi la peinture? C'est parce que mes mécanismes de défense ne fonctionnaient pas par rapport à l'image peinte ou à la poésie, les mots qui sortaient comme ça, c'est une inspiration de mon inconscient. Donc, quand je commençais à lire mes premiers poèmes, je me suis rendu compte que finalement, ce que j'ai gardé en moi, c'était d'une telle violence, d'une telle intensité que j'en étais moi-même mais stupéfaite. Quand mon autre côté, donc raisonnable, rationnel et social, regardait ce que j'écrivais dans mes transes de mémoire, j'étais vraiment, moi-même, j'étais surprise et c'est un peu pour ça que j'ai imposé, à vrai dire, à mon éditeur la publication de mon livre tel qu'il a été créé. Durant les quelques mois qui ont donc suivi cette nuit de peinture où mon histoire d'enfance s'est dessinée d'une certaine façon avec une aquarelle, qui n'est pas vraiment le médium le plus approprié. Mais les souvenirs revenaient. Tout ce que je savais ou ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a raconté après la guerre sur ma famille, sur ce qui s'était passé, revenait sous forme des images. Gouta, si vous permettez, je voudrais lire des poèmes que vous avez écrits, puisque vous les avez écrits dans 3 langues, en français, en anglais et en polonais. Oui. Des poèmes qui sont intégrés dans votre peinture, hein, puisque votre... oui, voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai regardé la peinture et les mots venaient. Et c'était justement pourquoi c'est la poésie, parce que je racontais pas l'histoire. J'avais trop de lacunes dans la connaissance des faits. Comme j'étais juriste, je ne pouvais pas me permettre de raconter des choses sans avoir vérifié, sans être sûr que c'est des faits vérifiés. Donc les mots, la poésie, c'était plus les émotions qui sortaient. Donc les émotions très fortes. Il s'est formé en vers, j'en sais rien quelle est la valeur poétique de ces mots que j'avais écrits à l'époque. Et aussi, pourquoi j'écrivais en 3 langues? Parce que il s'imposait en 3 langues. 3 langues parce que je vivais à l'époque à Ottawa, donc une ville anglophone, mes amis étaient anglophones, donc j'écrivais également en anglais. Français parce que c'était ma langue de communication avec ma famille, j'enseignais en français aussi. Donc, et puis le polonais, les polonais c'est ma langue dans laquelle j'ai vécu la plupart des choses auxquelles je me référais. Alors, il y avait une tentative d'abord de publier ce que j'avais écrit à l'époque en traduisant tout en anglais, puisque j'avais un éditeur qui voulait le publier en anglais, mais il voulait que ça soit selon les règles de l'édition et puis que ça soit compréhensif, donc chaque pièce, chaque page. Et moi, je disais non, et j'ai besoin de transmettre ce que moi j'ai vécu à ce moment-là. Et c'était tellement, à mon avis, c'était tellement fort, tellement nécessaire à transmettre, et que je voulais pas faire une recension littéraire ou professionnelle
sur ce que j'avais fait. Alors je me suis dit, même si c'est pas selon les règles, par exemple, de la poésie telles qu'elles sont connues et enseignées, il y avait tout de même une mélodie, il y avait du sens, il y avait des mots, et tous ceux qui les lisaient se mettaient à pleurer ou se mettaient à trembler, se souvenir de choses terribles qui leur sont propres. Ça veut dire, au Canada, je n'avais pas beaucoup trouvé de gens qui pouvaient partager vraiment les mêmes événements, mais il y a des gens qui se référaient aussi bien aux images de mes peintures qu'à la poésie, avec leur propre passé, leurs propres émotions. C'était vraiment quelque chose que je découvrais moi-même, parce que mes relations avec les gens étaient des relations professionnelles ou sociales régulières, quoi. Il y avait pas des émotions particulières où chacun gardait en lui une douleur provoquée par les événements de leur vie. Gouta, Alors, ce livre, c'est une sorte de tout est jeté sur papier, tout est montré. Et il y a des documents aussi pour justifier une partie de mon histoire. Il fallait que je sorte aussi des documents que j'avais à ma possession pour en faire un peu de l'ordre. Et puis j'ai écrit 3 essais et 3 histoires que j'ai écrites surtout en français et ma fille elle les a traduits en anglais et qui racontent finalement les derniers jours de ma mère et puis ma séparation avec elle. Et c'était un essai qui était écrit dans une nuit. Et je n'étais pas sûre ce que je racontais, c'était vrai, c'était vraiment, mais ça me semblait tellement évident. Je les ai mis sur papier. Et par la suite, 1 an ou 2 ans après, j'ai regardé des dossiers toujours à l'Institut d'histoire juive de Varsovie. Et j'avais trouvé des témoignages écrits où les faits que j'ai relatés étaient conformes à ceux qui ont été... Qui étaient des faits historiques déjà. Donc, c'est incroyable que j'ai pu ramasser dans ma vie ces bribes d'informations et les construire dans une histoire cohérente et qu'en fin de compte, il n'y avait pratiquement pas d'erreur historique. Donc, c'est très, très, très surprenant. Ça veut dire que mon cerveau accumulait les informations indépendamment du fait que je m'en souvenais ou que je les retravaillais. Puisque quand j'étais enfant, je vivais sur les ruines des synagogues et des cimetières et puis des endroits où ça s'est passé. Donc ça s'est passé devant les yeux des habitants. Donc en tant qu'enfant, je devais ramasser ces informations sans vouloir retravailler ces informations. Mais là, à 52 ans, cette information s'est quelque part formée en moi. Et elle était prête à sortir et être écrite. Gouta, je vais lire quelques-uns de vos poèmes. Nous approchons bientôt de la fin de notre émission. Et il faut rappeler l'ensemble de votre œuvre. Et j'aimerais vous poser une question particulière aussi. Je vais lire d'abord une présentation de vos peintures, de vos expositions. C'est un dépliant que vous m'aviez confié. Cette mémoire sans le voile devient un sens, verte comme l'herbe où leur corps tombait, rouge comme ma rage, arc-en-ciel ma douleur, brûlée et dépouillée ma tristesse. Vous me posez beaucoup de questions sur ma peinture très colorée, car pour certains la couleur c'est la joie. Pour moi la couleur c'est la vie, et la mienne est remplie de vie anéantie, non pas par la nature ou destin, mais par les humains. Et vous Gouta, dans votre œuvre, vos poèmes, votre écriture, votre peinture, vous redonnez vie à ces vies anéanties. Tout à fait. Tout à fait. Et à moi aussi. Ça m'a donné une sorte de... À l'époque, je me suis assigné une sorte de mission de transmettre leur mémoire et de rappeler aux humains de rappeler, surtout en 90 où on commençait à voir tous ces révisionnistes et tous ces négationnistes et toute cette renaissance d'antisémitisme qui s'est intensifiée avec les années au lieu de disparaître.
Et je me disais, si moi j'en parle pas, alors que je sais écrire et que je sais examiner les faits, et que je suis en plus une personne qui a été touchée dans mon corps et dans mon âme par ces événements, alors à l'époque encore, on me disait pas, il y a trop d'écrits de survivants. Hein. Maintenant, on me les répète, et je trouve ça tellement odieux. Et ça me blesse chaque fois que quelqu'un me dit on en a assez entendu. Et si je pose une question aux personnes qui me disent ça, qu'elles me citent un livre qu'ils ont retenu écrit par des survivants et ils sont incapables de le faire. Mais ils ont un préjugé très très ancré qu'on en a assez attendu et qu'on a assez lu et que tout le monde écrit et tout le monde fait des films. C'est vrai que dernièrement, je suis frappée par le fait que la télévision française, qui s'est aussi distinguée par l'antisionisme, soi-disant antisémitisme virulent pendant des années, maintenant, dernièrement, depuis 1 an au moins, montre beaucoup de films, documentaires sur la Shoah et sur les histoires des survivants. Souvent très superficielle et manquant de profondeur et de connaissances, mais au moins pour les communs des mortels, et surtout les gens qui ne sont pas eux-mêmes victimes ou spécialisés dans les domaines, ça leur donne une vague connaissance de ce que c'était la Shoah, surtout en Pologne, où c'était vraiment les lieux d'exécution et de meurtres les plus massifs. Alors, après, je parle avec des personnes qui viennent me voir pour me dire, dernièrement, ils ont vu 2 histoires à France 2, après les informations qui ont été produites par Valiske, qui est une association parisienne. Et ils sont vraiment très surpris par ces histoires. Ils découvrent, 70 ans après, ils découvrent que il y a eu ces événements atroces. Et je ne sais pas, alors qu'en même temps, ils peuvent me dire, on a assez entendu, bon, il y a trop, vous allez créer d'antisémitisme, comme si c'était ce genre de raisons qui faisaient de l'antisémitisme. Ça me fait vraiment... je dirais pas rigoler parce que ce n'est pas rigolo, ce n'est pas drôle. Voilà. Guta, alors, aujourd'hui, vous vivez entre la France et Israël. Oui. Je sais que vous avez... Depuis 20 ans déjà. Depuis 20 ans. Je sais que vous avez fait des expositions en Israël. On peut voir aussi vos peintures sur Internet. Oui. Hein? Il faudrait taper Guta Tirangel Ben Ezra. Alors, attendez, je dis comment s'écrit. Guta, Guta, Tirangiel, Tyrangel, Ben Ezra, Benezra. Voilà. Donc, en tapant votre nom, ainsi, on arrive... Sur Google, bien sûr. On arrive on découvre votre œuvre, vos peintures. Et les films... les entrevues aussi que j'ai fait. Et puis là, dernière exposition à Tel Aviv, où j'ironie sur les préjugés concernant la couleur, parce que ma galeriste, en voyant beaucoup de couleurs dans mes tableaux, s'extasie devant la beauté de mes tableaux, et puis elle dit que la plupart des gens qui rentrent trouvent ça d'une beauté extraordinaire, et que justement par les jeux de couleurs, ils découvrent un peintre, je sais pas, qui a une joie de vivre. C'est vrai que on peut dire que j'ai une joie de vivre, une intensité de vivre que beaucoup de survivants d'ailleurs ont démontré en créant des familles, en devenant des gens brillants, surtout les enfants de l'Holocauste, je trouve, qui se sont vraiment distingués. On les retrouve aussi bien en France, en Israël. Et ils ont eu tellement besoin de se montrer, ils étaient tellement ambitieux et exigeants de la vie que finalement ils sont devenus des gens, beaucoup d'entre eux sont devenus des gens exceptionnels. Alors Guta, puisque nous terminons maintenant notre émission,
Oui. Je voudrais rappeler votre œuvre. Donc, il est possible de voir vos peintures sur Internet et également votre livre publié l'an dernier aux éditions de l'Harmattan, L'ombre des préjugés, récit autobiographique de Ghouta Tirangiel Benezra dans la collection Quête du sens. Et ce livre qui est à nouveau disponible, qu'on trouvera très, très rapidement sur Amazon, Mémoire bariolée, en anglais également, ainsi qu'en polonais, toujours de Ghouta Tirangiel Benezra, aux éditions Legas, que l'on peut pour le moment se procurer à votre adresse mail, goutab, G-U-T-A-B, @yahoo.com. Alors c'est 20 €, les frais de port étant compris, un livre exceptionnel qui rassemble la peinture, la poésie, le récit et tout le mystère de la mémoire par lequel vous avez fait ressusciter ces vies que certains auraient voulu voir disparaître. C'est un chemin de résurrection. Aussi de les oublier pour pouvoir s'occuper de leurs petites histoires de, je ne sais pas, je voudrais pas être trop cynique, mais je trouve que il vaudrait mieux comprendre quelques tragédies de notre histoire pour vraiment se rendre compte à quel point notre indifférence est parfois aussi un élément important dans la création de ces tragédies. Ghouta Tirangiel Benezra, nous avons été très heureux de vous recevoir sur les ondes de Radio Col Aviv. Nous espérons vous revoir et vous écouter très prochainement encore. Et chers amis auditrices, auditeurs, je vous souhaite une bonne semaine, Shavua Tov, et à la semaine prochaine pour une page ouverte. Et à vous, Ghouta, Mazel Tov pour votre œuvre, qui est une œuvre de résurrection. Et je recommande la lecture de vos livres et le fait de découvrir vos peintures à toutes nos auditrices et auditeurs. À bientôt, une prochaine fois sur Radio Col Aviv. Merci, Monique Lise. La page, toucher l'autre rivage, littoral inconnu.